Très bien. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au séminaire du laboratoire Jacques Lyons. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Vauchelet. Nicolas qu'on connaît bien puisqu'il est passé par le laboratoire pendant un certain temps et depuis 2016, il est professeur à Université Sorbonne Paris-Nord. Et il va nous parler de Mathematical Modeling of Replacement Technique to Control Dengue Epidemic. Vas-y, Nicolas. Bien, merci beaucoup, Yvon, pour l'introduction. Puis merci à tous les organisateurs pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce séminaire. Donc, je suis très content de revenir en virtuel, en tout cas parmi vous. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement un travail qui concerne la modélisation mathématique certaines techniques qu'on utilise pour contrôler les épidémies de maladies transmissibles par les moustiques. Alors, ce travail a été fait en collaboration avec plusieurs personnes, donc plusieurs, notamment au laboratoire Jacques Lyons, donc Louis Almeida, Pierre-Alexandre Piment, Grégoire Nada, Martin Strugarec, qui était un étudiant qui était en thèse il y a quelques années avec moi, Michel Dupré et Yannick Privat, qui étaient aussi au laboratoire Jacques Lyons avant, mais maintenant sont à l'Université de Strasbourg, et Georges Zoubelli, qui est à l'IMPA de Rio de Janeiro, qui était à l'IMPA de Rio de Janeiro. Donc, je vais vous parler je vais vous introduire un peu le sujet, donc vous parler un peu de ce qui m'intéresse dans un premier temps. Donc, la dengue est la technique qu'on va utiliser qui repose sur une bactérie qu'on appelle Wolbachia, c'est ma première partie. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le modèle mathématique que je vais présenter. Et donc, je vais essentiellement me focaliser sur trois résultats. Un résultat de propagation spatiale, un résultat de blocage de la propagation et un dernier résultat d'optimisation de la technique. Donc, j'irai peut-être vite sur le dernier résultat en fonction du temps qui restera. Bon, je vais d'abord commencer par introduire un peu le sujet qui m'intéresse. Alors, donc vous savez certainement que dû au nombre de maladies qu'ils transmettent, les moustiques sont considérés comme l'espèce animale la plus dangereuse pour l'homme. On estime environ 700 000 morts par an dues aux maladies transmises par les moustiques, donc dans le monde. Alors, les moustiques, il y en a énormément. Il y a 2500 espèces de moustiques. La plupart sont inoffensives pour l'homme. Et elles arrivent à se répandre un peu partout dans le monde, peut-être à l'exception de l'Antarctique. Mais il y a quand même, et surtout ce qui est intéressant, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des espèces qui sont vraiment dangereuses pour l'homme et qui transmettent des maladies. Donc on peut penser aux moustiques de type Aedes. Donc les deux principaux, les deux plus connus sont les Aedes aegypti et les Aedes albopictus, qui sont des vecteurs de transmission de maladies comme la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika. D'autres moustiques connus sont les anophèles. Eux, ce sont des vecteurs pour un parasite qui s'appelle le plasmodium, et ce parasite est responsable de la malaria. Donc, il y a une grande maladie qui tue plus de 300 000 personnes par an. Donc, il y a d'autres moustiques, les moustiques culex, qui transmettent la fièvre du virus occidental, du Nil occidental, et d'autres. Je cite par exemple le miasis, filariasis, etc. Donc, nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est la maladie, la dengue, et en particulier une maladie, ce qu'on appelle une maladie à vecteur, parce qu'elle est transmise par un vecteur, et tropicale, puisque essentiellement elle est basée dans les régions tropicales, même si ça a tendance à se répandre un peu plus dans les régions tempérées actuellement. Et donc ça affecte plus de 100 millions de personnes par an, et il y en a 20 000 qui meurent de cette maladie à peu près tous les ans. Alors, il n'y a pas de vaccin actuellement qui est suffisamment efficace contre la dengue. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vaccin, c'est qu'il y a 4 sérotypes pour cette maladie. Et donc, il est un peu difficile de trouver quelque chose qui soit efficace contre tous les sérotypes. Donc, les principaux vecteurs de la dengue, alors ce ne sont pas les seuls. En tout cas, les principaux sont les moustiques de type Aedes aegypti et Aedes albopictus, qui sont aussi vecteurs d'autres maladies, chikungunya et Zika. Alors, vous avez ici une carte du monde qui vous représente les endroits où le virus, le moustique Aedes aegypti est bien installé. Donc, vous voyez qu'essentiellement, ce sont des régions tropicales. Donc, les régions ici en rouge et en rouge clair. Mais donc ça, c'est pour Aedes aegypti. Pour Aedes albopictus, donc si vous allez sur le site du ministère de la Santé et des Solidarités, vous obtenez cette carte qui est actualisée tous les ans. Donc là, je vous ai pris la dernière date, c'est la du 1er janvier 2021, où vous avez la présence d'Aedes albopictus. Alors, Aedes albopictus, son nom plus connu, c'est le moustique tigre. Donc, vous voyez qu'il est installé dans une grande majorité de la France, quasiment au sud de la France. Et en région parisienne aussi, et au niveau de la frontière avec l'Allemagne. Voilà, donc c'est
une des raisons pour lesquelles on commence à s'intéresser pas mal en France aussi à essayer de combattre ce genre de moustiques. Et donc, pour essayer de combattre un peu donc, les maladies qui sont transmises par les moustiques, donc, une idée qui est là, vu qu'on n'a pas de vaccin et qu'on n'a pas vraiment de traitement qui guérit de ces maladies, en fait, ce qu'on soigne en général, c'est les symptômes, c'est pas la maladie elle-même. Donc, l'idée, ça va être d'agir sur la population des vecteurs, la population de moustiques. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, la première qui vient à l'esprit, c'est d'essayer de détruire, éliminer les sites de reproduction. Alors, vous savez que les moustiques ont besoin d'eau, donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il pleut, on essaie de nettoyer. Alors, bien sûr, ça marche bien, hein. Le problème, c'est qu'il faut que toute la population soit impliquée pour qu'il y ait une efficacité qui soit suffisante. Alors, quand il y a des bonnes politiques de prévention, dans certains endroits, ça peut bien marcher. Une autre technique, c'est d'utiliser les insecticides. Alors, vous savez que ça a quand même des aspects assez négatifs. Un des aspects qui est plutôt très négatif, c'est le fait que les moustiques deviennent de plus en plus résistants aux insecticides. Et du coup, les insecticides deviennent complètement inefficaces. Et on crée des moustiques qui deviennent complètement résistants. Et aussi, vous savez que ça a un aspect très négatif sur l'environnement. Parce que ça tue, certes, les moustiques, mais pas seulement. Donc, il y a d'autres techniques. Alors, on peut les classer en deux catégories. Une première catégorie sont les techniques de suppression de population. Donc, parmi ces techniques, la technique la plus connue, c'est la technique de l'insecte stérile, qui consiste à relâcher des mâles stérilisés. Donc, on a des mâles stérilisés, on relâche dans la nature. Ces mâles vont s'accoupler avec les femelles. Et du coup, les femelles vont donner des œufs qui ne vont pas pouvoir être viables et qui ne vont pas donner de descendants. Donc, on espère comme ça éliminer la population. C'est vraiment une technique de suppression. Et une autre classe de techniques utilisées sont les techniques qu'on dit de remplacement, donc, qui consiste à essayer de remplacer la population existante par une population qui est beaucoup plus inoffensive. Donc, parmi toutes les stratégies auxquelles on peut s'intéresser, donc là, celle qui va m'intéresser dans mon exposé actuellement, c'est la technique qu'on appelle type Wolbachia et que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, avant cela, je vais juste faire quelques petits rappels sur les moustiques, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Donc, quelques petits faits. Alors, vous savez qu'il y a deux phases dans le cycle de vie du moustique. La première phase, c'est une phase aquatique avec 3 états, l'état œuf, ensuite l'état larvaire et l'état de pupe. Et ensuite une étape aérienne, donc c'est l'étape adulte, celle qu'on connaît le mieux. Les femelles pondent énormément, donc entre 40 et 80 œufs par ponte, et on estime qu'il y a à peu près 1, 2 ou 3 pontes par femelle durant sa vie. Donc vous savez aussi certainement qu'il n'y a que les femelles qui piquent. La raison, c'est qu'elles ont besoin des protéines contenues dans le sang. En général, elles préfèrent le sang humain pour le développement de leur œuf. Et une chose qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la dispersion des adultes est très très faible. Elle est estimée à moins de 1 km durant toute la vie. Donc en fait, les moustiques, s'ils arrivent à se répandre partout, c'est essentiellement grâce à l'activité humaine. Alors pour schématiser, donc vous avez ce petit schéma classique, d'abord les œufs, donc la phase œuf, qui est en fait assez remarquable parce que cette phase œuf, elle peut avoir une durée qui est très très variable. Elle peut durer quelques jours jusqu'à quelques mois. Et c'est le fait d'avoir cette durée qui peut varier énormément qui fait que les moustiques maintenant arrivent à s'implanter dans des régions plus tempérées que les régions tropicales parce que les moustiques peuvent rester à l'état œuf durant tout l'hiver. Donc ils ont des œufs avec une petite couche qui les protège du froid et donc ils attendent les conditions optimales pour pouvoir éclore et donner naissance à un nouveau cycle de vie pendant tout l'été. Et après, quand c'est l'hiver, il reste à l'état d'œuf. Voilà, donc cet état d'œuf qui peut durer donc très longtemps, mais qui peut être aussi très rapide suivant les conditions. Ensuite, donc après éclosion, les œufs deviennent des larves. Puis ces larves vont à l'état pupe, pendant lequel il y a un développement, une métamorphose pour créer des adultes qui vont se retrouver à l'état aérien. Donc la durée de vie des adultes n'est pas très longue, c'est environ 1 mois. Alors, Wolbachia, donc ce qui va nous intéresser. Alors, pourquoi on s'intéresse à Wolbachia? Alors, Wolbachia, c'est une bactérie qu'on dit endosymbiotique, c'est-à-dire qu'elle est naturellement présente dans l'environnement. Donc, la plupart des espèces anthropodes ont Wolbachia. Elle est transmise maternellement, c'est-à-dire qu'elle est transmise de la mère aux enfants. Donc, si vous regardez le petit tableau que j'ai mis en bas à droite, quand vous avez une femelle qui porte Wolbachia, donc infectée par Wolbachia, en fait, tous les descendants vont être affectés par Wolbachia, quel que soit le mâle avec lequel elles vont s'accoupler. Que le mâle soit infecté ou ne soit pas infecté, tous les descendants vont porter Wolbachia. Donc, il y a une préférence pour la propagation de ce virus, de cette bactérie. À l'inverse, quand la femelle est saine,
il y a ce qu'on appelle une incompatibilité cytoplasmique qui rend la fécondation d'un mâle infecté par Wolbachia avec une femelle saine impossible. Donc ici, vous avez une croix pour dire qu'il n'y a aucune naissance possible. Enfin, une proportion très très faible. On va négliger ici. Et donc, bien évidemment, à l'état complètement naturel, s'il n'y a pas Wolbachia, donc ça donne des individus qui ne portent pas Wolbachia. Donc vous voyez, parmi les 4 possibles croisements entre mâles et femelles infectés et non infectés, donc il y en a 2 qui vont donner des descendants portant Wolbachia et un qui va donner des descendants ne portant pas Wolbachia et un autre, le 4e, là, qui n'a rien donné du tout. Donc, on a une préférence pour la transmission de cette maladie, de ce virus, de mère en descendant. Et ce qui va nous intéresser, c'est que, en fait, quand les moustiques portent Wolbachia, ils n'auront pas être capables de transmettre les virus comme la dengue, le chikungunya et le Zika. Donc, il y a un blocage de la transmission des virus lorsque le moustique est infecté par Wolbachia. Alors, il y a quelques petits effets secondaires qui ne sont pas négligés. C'est le fait que bien que parmi les 3 cas possibles de naissance, en fait, il y en a 2 qui donnent des individus qui vont porter Wolbachia, mais en fait, comme on a une fécondité qui va être réduite et une durée de vie réduite, on va avoir un peu moins d'individus dans ces 2 cases-là. Mais bon, ça ne va pas empêcher que comme on a 2 cases par rapport à une, ça va donner quand même plus de probabilité de transmission. Voilà, donc vous voyez tout de suite, l'idée qui va naître, c'est qu'on a une bactérie. Quand les individus portent cette bactérie, ils ne peuvent plus transmettre le moustique. Et cette bactérie, on peut la transmettre de mère en fille. Non, fils et fille. Donc l'idée, ça va être de dire, ben voilà, vu qu'on a un truc qui peut transmettre maternellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des moustiques, on va les infecter et on va les relâcher dans la nature en espérant qu'ils vont s'accoupler et qu'ils vont donc donner naissance à une nouvelle génération qui va porter ce moustique. Donc ça, c'est le petit schéma qu'on peut trouver sur la page du World Mosquito Program, donc qui à l'origine s'appelait Eliminate Dengue, mais qui est devenu quelque chose de beaucoup plus global, qui a inclut un certain nombre de pays. Et donc le petit schéma qui représente, pour expliquer un peu ce qu'il faut, c'est que voilà, initialement on a des moustiques qui sont méchants, en bleu foncé, bleu marine, donc qui transmettent les maladies, et donc on va relâcher pour une certaine période des moustiques qui portent Wolbachia, en espérant que lorsqu'on arrête de relâcher, on en ait relâché suffisamment pour que au bout de quelques temps, en fait, avec des croisements, ça remplace la population initiale. Voilà. Et comme cette population en bleu clair, là, elle ne transmet pas les maladies, en fait, on va se retrouver avec les mêmes moustiques, sauf que cette fois-ci, on n'a plus de risque d'avoir des maladies qui vont être transmises. Voilà. Alors, donc ici, vous avez une petite carte, en fait, du monde des pays qui sont impliqués dans ce programme. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de pays. Alors, juste pour dire sur ces cartes, le premier endroit où les expériences ont été réalisées, c'est ici, en Australie. Plusieurs expériences ont été réalisées un peu partout, donc il y en a au Vietnam, il y en a au Brésil, et donc depuis un an, je sais qu'ils ont commencé en France, c'est-à-dire ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors juste pour montrer quelques résultats, avant de parler de mathématiques, donc voici des résultats d'expérience. Donc comme je vous dis, la première expérience réalisée en Australie, donc la ville de Cairns, qui est dans le nord-est de l'Australie. Alors, vous avez deux petits quartiers dans la ville où les expériences ont été réalisées. Vous avez les 2 graphiques qui correspondent à deux différents quartiers de la ville. Donc, les barres grises correspondent au nombre de moustiques qui ont été relâchés chaque semaine. Et en vert, vous avez la proportion d'individus qui portent Wolbachia, enfin la fréquence d'individus portant Wolbachia dans les pièges qui vont relever sur le terrain. Donc, ils font des relâchés et régulièrement, ils vont relever des pièges et ils vont regarder dans les pièges combien ils ont de moustiques qui portent Wolbachia, combien ils en ont qui ne portent pas Wolbachia. Donc, vous voyez que là, ils font des relâchés pendant à peu près 10 semaines. Oui, c'est 10 semaines, exactement. Et au bout des 10 semaines, ils arrêtent et ils regardent pendant encore, pendant encore plus de 2 mois, si dans les pièges, ils arrivent à conserver une portion assez importante de Wolbachia, si la population a bien été remplacée ou pas. Et donc, vous voyez que plus de 2 mois après la fin des relâchés, ici, on a plus de 90%, et là, on est à peu près 80% de remplacement. Voilà, donc ça c'est un premier papier qui a lancé en fait toute la technique qui maintenant est utilisée dans plus d'une dizaine de pays. C'est vraiment ce premier travail qui a été publié en 2011. Ça fait maintenant 10 ans. Un autre travail, donc là c'est un autre travail, donc ça c'est beaucoup plus récent. C'est les premières expériences qui ont été réalisées au Brésil. Donc, le papier est paru en 2019. Donc ils ont dû réaliser ces expériences en 2017-2018, je crois. Donc ça c'était à Rio. Un quartier de Rio qui s'appelle Tubiacanga, qui est juste à côté de l'aéroport. Donc là, c'est un peu différent. Donc, ils ont fait des relâchés, mais en 2 périodes. Une période ici qui est représentée en rose pendant une vingtaine de semaines, ensuite une période en vert. Et vous avez en trait ici la ligne que vous voyez un peu
voilà, qui oscille un peu dans tous les sens, c'est la même chose que celle qui est en vert ici, hein. C'est-à-dire c'est la fréquence de présence de Wolbachia dans les pièges sur les sites. Et vous voyez que dans un premier temps, donc ça augmente bien, et après ça chute drastiquement dès qu'ils arrêtent de relâcher. Alors, ils sont aperçus qu'en fait, une des raisons pour cela, c'est qu'ils relâchaient des moustiques qui avaient été élevés en laboratoire, et ces moustiques élevés en laboratoire, bien sûr, sont nettement moins résistants aux insecticides que les moustiques sauvages. Donc forcément, quand ils vont se retrouver dans la nature, qu'ils vont se retrouver en présence de pas mal d'insecticides, ben, ils vont tout de suite mourir, et du coup, ça explique pourquoi, en fait, ils ont une efficacité qui est très faible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant tout ce laps de temps, là, quand ils sont aperçus que ça chutait drastiquement, ils ont croisé cette fois-ci les moustiques présents en laboratoire avec des moustiques sauvages pour avoir cette fois-ci un nouvel échantillon de moustiques à relâcher qui cette fois-ci était résistant aux insecticides. Et quand ils les ont relâchés, cette fois-ci, on voit tout de suite que la fréquence de présence de Wolbachia dans les pièges augmente drastiquement et au bout de 130 semaines, hein, ça fait plus de 50 semaines après la fin des relâchés, on a encore plus de 80% de présence des Wolbachia dans les pièges, donc dans la population normalement. Voilà, donc ces deux résultats montrent un peu l'intérêt des entomologistes pour ce genre de technique. Et donc nous, point de vue mathématique, ce qui va nous intéresser, c'est essayer d'analyser un peu ce problème de remplacement de population. Et je vais vous présenter juste trois questions, enfin essayer de répondre à trois questions. La première question, c'est, donc on fait des relâchés, donc quand on fait des relâchés, là, typiquement on vient avec une boîte, on ouvre la boîte, et puis en général on s'en va après parce que ça pique. Et ce qu'on espère, c'est qu'en faisant des relâchés comme ça, à certains endroits, on puisse envahir quand même un peu plus que l'endroit où on relâche. Donc la question, c'est est-ce qu'on a une propagation spatiale? En faisant des relâchés locaux, est-ce qu'on peut réussir à espérer quelque chose qui soit un peu plus que local à l'endroit où on le fait? Ensuite, donc si on a une propagation spatiale, la question c'est, donc si on a un milieu hétérogène, est-ce que cette propagation spatiale va être gênée par les hétérogénéités? Et une dernière question, c'est comment on peut essayer de designer, c'est utile, de décrire la stratégie optimale pour avoir une efficacité maximale de cette stratégie de remplacement. Voilà, donc quelque chose d'optimisation. Alors, donc, je vais commencer d'abord, avant de répondre à ces questions, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord donner un modèle mathématique. Alors, ce modèle mathématique, le voici, hein, c'est un modèle très simple, premier modèle auquel on pense. Donc, il est très simple parce qu'il considère que deux populations. Donc, une population, donc, les individus qui portent Wolbachia, les individus qui ne portent pas Wolbachia. Donc, ceux qui portent Wolbachia, c'est NI, avec I pour infecté. Et ceux qui ne portent pas Wolbachia, NU, U c'est pour uninfected en anglais, donc qui ne portent pas Wolbachia. Donc, on a des taux de mort que j'appelle D. Alors, DU pour les non-infectés et DNI pour les infectés. Des fécondités, taux de fécondité que j'appelle grand F. Et une capacité environnementale que j'appelle grand K. Voilà, alors, juste pour dire, en fait, j'ai plutôt m'intéresser aux paramètres. Donc, delta, c'est le paramètre DI sur DU. Donc, delta est plus grand que 1, puisqu'on sait que le taux de mort est plus important pour les individus infectés que pour les individus non infectés. Et là, j'ai le taux de fécondité est réduit lorsqu'on porte Wolbachia. Donc, on a un FI qui est inférieur à FU. Donc, on caractérise ça par une quantité que je vais appeler SF. Voilà, donc, si vous regardez maintenant le modèle que ça donne, donc, modèle très simple, hein, équation de réaction-diffusion, un système d'équation de réaction-diffusion. Donc, une équation pour NI, une équation pour NU. Donc, vous avez un terme de diffusion ici. Donc, je vais supposer la constante de diffusion égale à 1 pour simplifier. Et le terme de droite, terme de réaction, donc aussi très simple. Donc, ici, vous avez juste la fécondité multipliée par NI. Et j'ai un terme de croissance logistique ici, donc assez classique hein, pour ceux qui connaissent en dynamique des populations. Donc, ça dit simplement que, comme la capacité environnementale est de grand K, si jamais le nombre de moustiques est supérieur à grand K, on doit avoir un taux de fécondité qui est négatif. Une croissance qui est négative. Donc, on met ce terme-là pour dire que NI plus NU ne peut pas être plus grand que K. Et on enlève, on met le taux de mort ici, beaucoup moins, la mort fois. NU, c'est pareil. La seule différence dans le terme de réaction pour NU, c'est cette proportion-là, NU sur NI plus NU. Alors, ceci, c'est juste pour modéliser une chose, qui est la chose suivante. Quand je reviens un petit peu en arrière, c'est le fait que pour avoir des individus sains, il faut qu'un individu sain rencontre un individu sain. Hein, donc, sinon, il n'y a rien. Et quelle est la probabilité de rencontrer, dans une population homogène, hein, quelle est la probabilité de rencontrer un individu sain? C'est le nombre de sains sur le nombre total d'individus. C'est NU sur NI plus NI. Donc ça, c'est la probabilité de rencontrer un individu sain. Un individu qui ne porte pas Wolbachia. Voilà, donc on a juste cette quantité-là qui va apparaître.
Et sinon, c'est le même type d'équation entre la première ligne et la deuxième. Voilà, puis juste les paramètres ne sont pas les mêmes parce que on a vu que la fécondité était réduite et le taux de mort était augmenté. Voilà, donc le modèle, le voici. Dans un premier temps, pour vous montrer un peu ce que fait ce modèle, donc on regarde simplement ce qui se passe pour le système d'équations dérivées d'EDO correspondant, c'est-à-dire sans le terme de diffusion. Donc on étudie les équilibres et leur stabilité. Donc ici, on a 4 équilibres. Le premier équilibre, c'est quand on a invasion totale de Wolbachia, c'est-à-dire tous les individus en Wolbachia. Extinction de Wolbachia, personne n'a Wolbachia. Donc ça, c'est ce qui se passe si on ne fait rien. C'est l'état naturel ici. Et les deux états là, d'invasion et d'extinction sont des états qui sont stables. Donc, et on a coexistence, donc, mais ça, c'est un état qui est instable. Et on a aussi l'état d'extinction qui est donc malheureusement instable. Malheureusement, parce que si on avait extinction, ça veut dire qu'on pouvait très facilement se débarrasser des moustiques. Donc, si vous voyez le portrait de phase correspondant, vous avez donc les 4 équilibres qui correspondent aux 4 gros points noirs. Et donc, vous avez les trajectoires ici en rouge. Vous voyez que les deux états de coexistence et d'extinction ici sont instables. Et on a ici l'état, ici c'est l'état avec uniquement le 100 Wolbachia qui est stable, et c'est l'état avec tous les individus portant Wolbachia qui aussi est stable. Donc voilà pour cette phase, donc voilà les trajectoires. Donc maintenant reprenons donc le système avec diffusion. Donc cette fois-ci on ne néglige plus la diffusion spatiale. Et donc comme c'est des systèmes de compétition et que c'est un peu compliqué de faire des maths dessus, donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de se dire, vu qu'on sait que les taux de fécondité sont assez élevés en général pour les moustiques. On a vu que les femelles pondaient énormément d'œufs et donc ça se reproduisait énormément. Donc on a un taux de fécondité assez élevé. Donc on va essayer de faire une asymptotique où on suppose que le taux de fécondité est grand. Donc le taux de fécondité est grand, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre de 1 sur epsilon, avec epsilon qui tend vers 0. Donc si je remplace mon taux de fécondité par 1 sur epsilon, par une constante sur epsilon, donc j'obtiens ces systèmes d'équations. Et donc, quand epsilon tend vers 0, donc, pour compenser le 1 sur epsilon ici, ce qui doit se passer, c'est que le 1 moins ni plus nu sur k doit tendre vers 0. Donc, on s'attend à ce que ni plus nu soit égal à k plus quelque chose de l'ordre de epsilon, à la limite. Donc, quelque chose de l'ordre de epsilon, je vais l'appeler petit n. J'introduis une nouvelle variable qui est petit n, qui est effectivement le terme qui est là. C'est epsilon n fois k, un petit n qui apparaît ici. Et je vais prendre une autre variable qui est la variable p qui correspond à la fraction des individus portant Wolbachia. C'est ni sur ni plus n. Donc on a deux nouvelles variables, n et p. Donc à partir des équations que j'ai ici sur ni et nu, il est très facile de trouver les équations qui satisfont n et p. Là, elles sont écrites ici. Voilà, il suffit juste de faire mon petit calcul. Je vous épargne les calculs, mais c'est pas très compliqué, il y a quelques lignes. Et on obtient comme résultat, donc dtn moins Laplace n est égal à quelque chose, et dtp moins Laplace p, plus un terme ici, donc d'advection, mais avec un epsilon devant, donc quand epsilon tend vers 0, on s'attend à ce qu'il disparaisse, est égal à un nombre de droite ici. C'est juste un petit calcul à faire, mais on obtient ça. Alors là, on n'a rien fait de particulier, on a juste fait un changement de variable. Et donc maintenant, on va faire tendre epsilon vers 0, alors, au moins formellement. Donc, quand epsilon tend vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez dans le premier terme ici, vous avez un 1 sur epsilon devant tout le monde. Donc 1 sur epsilon, donc ça veut dire qu'on s'attend à ce qui est dans la parenthèse ici tendre vers 0. Dans la parenthèse, vous avez du n et du p. Donc, à la limite, on s'attend à ce que n soit une fonction de p, que j'ai écrite ici. Donc, on s'attend à ce que n tend vers quelque chose qui est donc ce terme-là divisé par ce qui est marqué ici. Voilà. Donc, on s'attend à ce que n soit égal à ça, à la limite. Donc, si j'injecte cette expression dans ma seconde équation, et que je fais tendre epsilon vers 0, donc a priori, ce terme-là, normalement, si tout se passe bien, il disparaît. Et donc, j'obtiens un dtp moins Laplace p est égal à quelque chose qui est juste une fonction de p, en remplaçant n par cette expression-là, ce que j'ai écrit ici. Et donc ça, on reconnaît tout de suite une équation de réaction-diffusion scalaire classique, très simple, avec donc un terme de diffusion et un terme de réaction ici à droite qui peut s'écrire sous la forme P1 moins P, P moins θ, et divisé par quelque chose qui ne s'annule jamais, en fait. On peut vérifier. Et ce modèle-là, en fait, c'est ce type de modèle, c'est le genre de modèle qui a été introduit par Barton et Turelli dans leur papier, papier assez connu, enfin très connu par les gens de la communauté Wolbachia, puisque c'est le premier papier qui s'intéresse justement à la propagation spatiale de Wolbachia. À noter que Turelli fait partie de l'équipe qui était à l'origine de ces techniques Wolbachia. C'est lui qui est à l'origine de ces techniques. Donc, quelqu'un très connu dans la communauté. Voilà, donc on retrouve ce système-là.
Donc, juste pour vous illustrer un peu ce que c'est que ce terme de réaction, hein, donc pour ceux qui ont un peu l'habitude des équations de réaction de diffusion, donc si je prends quelques valeurs typiques pour F, S, D, enfin les taux de fécondité et les taux de mortalité, donc F ressemble à ça. Hein, vous voyez que ça s'annule en 0, ça s'annule en 1 et ça s'annule en θ, alors θ il est par là. Donc, enfin, avec ces valeurs qui sont marquées ici, θ il est par là. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous voyez, ça, c'est une équation, c'est une fonction de type bistable. C'est bistable, donc on a 0 et 1 qui sont des équilibres stables et 1 et θ ici qui est un équilibre instable. Donc, bistable, c'est-à-dire qu'on est négatif ici et on est positif dans la partie entre θ et 1. Voilà. Alors, juste pour dire qu'en fait, tous les calculs que je vous ai fait, enfin, les petits calculs hein, que je vous ai montrés, que je vous ai expliqués formels, complètement formels, en fait, ils peuvent être rigoureux. On peut les montrer rigoureusement. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années avec Martin Strigarek. Et donc, on peut montrer hein, qu'on a de la convergence dans des espaces de Sobolev assez classiques. Et donc, on peut montrer qu'effectivement, P tend vers P0, solution de cette équation de réaction-diffusion. Alors, bon, l'idée de la preuve est assez standard. Tout d'abord, il faut montrer des estimations uniformes sur N et sur P. Donc, ça, c'est un peu la partie difficile, c'est de trouver voilà, les bonnes estimations uniformes. Une fois qu'on a les estimations uniformes, après, donc on utilise des techniques classiques, des techniques de compacité. On a des estimations, donc après, par les techniques de compacité, en passant à la limite comme il faut, en utilisant des techniques de type Aubin-Lyons, on peut passer à la limite et montrer qu'en fait, on passe à la limite faiblement et on obtient la solution du problème. Voilà, donc ça, donc ça vous intéresse, il y a des techniques, c'est fait dans ce papier. Sinon, donc, nous, ce qu'on va retenir hein, pour l'exposer, c'est qu'effectivement, donc on a un modèle, on a réduit un système. En fait, on a un problème de réduction. On avait un système de compétition où on l'a réduit à simplement une équation sur la proportion. C'est une asymptotique de fécondité large, de large fécondité. Voilà. Donc maintenant qu'on a une équation toute simple, bon, on est assez content parce que là, on connaît plein de choses sur ce genre d'équation de réaction-diffusion. Et une des choses qu'on connaît, c'est justement, ce qui m'intéresse ici, c'est la propagation spatiale. Voilà, donc on prend une équation de réaction-diffusion, donc là je l'écris en 1D pour simplifier. Donc F bistable, comme je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que ça s'annule en 0, en 1 et ce sont stables, ça s'annule aussi en θ, entre 0 et θ c'est négatif, entre θ et 1 c'est positif. Et dans ce cas-là, on sait qu'il existe une onde, une travelling wave, c'est-à-dire une solution qui est en fait un profil qui se déplace à vitesse constante. Donc ça, les travelling wave, je pense que vous en avez entendu parler plusieurs fois. Hein. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait Romain Ducasse qui vous avait expliqué pas mal de choses là-dessus. Voilà, donc on sait qu'il existe des ondes pour ce genre de réaction. Ça, on sait depuis les années 80 que ça existe. Et en plus, voilà. Ici, pour le cas bistable, ce qui est intéressant pour ces ondes, ce qu'on cherche, hein, c'est qu'elles lient les deux états stables. On sait qu'on a l'état 1 qui est stable, un état 0 qui est stable. Alors, qu'est-ce que c'est que 1 et 0 hein? Je rappelle juste que P, c'est la proportion d'individus infectés. Donc, l'état 1, c'est-à-dire que tout le monde est infecté. Tout le monde porte Wolbachia. L'état 0, c'est personne ne porte Wolbachia. Donc voilà, donc ici, vous imaginez un endroit où on a tout le monde qui porte Wolbachia, un endroit où on a personne qui porte Wolbachia. Les moustiques peuvent se déplacer. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que, vu qu'ils vont se déplacer, est-ce que c'est 1 qui va gagner sur 0, est-ce que 0 qui va gagner sur 1 Est-ce qu'en se déplaçant, les moustiques vont faire en sorte que ceux qui portent Wolbachia vont se faire complètement écraser par la population sauvage, ou inversement, est-ce que les moustiques qui portent Wolbachia vont réussir à s'étendre partout? Donc ça se revient juste à se poser la question du signe de la vitesse de propagation, C. Et la réponse à cette question, le signe, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, c'est un calcul très simple que je vais vous faire en 2 minutes. En fait, C, ça a le même signe que cette intégrale-là, l'intégrale de f. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'intégrale de f, la fonction, je voulais montrer, hein, elle est là. Je vais vous le dessiner. Donc, vous voyez ici, l'intégrale de f, c'est l'air sous la courbe. Vous voyez qu'ici, c'est clairement positif. Donc, ça veut dire que C va être positif. Donc, on va avoir invasion de Wolbachia dans la population totale. Et dans F, en fait, ce qui est intéressant, c'est que F contient toute la biologie. Ça contient les taux de fécondité, les taux de mort. Et donc, en fait, par des relâchés, hein, c'est-à-dire que si on fait des relâchés, quel que soit le nombre de relâchés qu'on utilise ou tout, peu importe, on ne pourra jamais modifier F. Donc, ça contient la biologie. Donc si on n'a pas le fait que l'intégrale de F est positive, eh bien, en fait, on ne va pas pouvoir avoir propagation spatiale. Donc ici, heureusement, c'est le cas. Heureusement, c'est le cas. Et donc, on peut avoir invasion, hein, ce que j'ai marqué en dessous. On peut avoir invasion de l'état 1 et donc invasion de Wolbachia. Voilà. Alors, juste pour expliquer ce petit calcul, hein, le fait que C soit positif, si seulement si l'intégrale de F est positive, donc ça, c'est très simple. Vous prenez votre équation, et vous dites, je cherche une solution sous la forme d'une onde. C'est-à-dire quelque chose qui se translate à vitesse C. Donc, quelque chose sous la forme, une fonction de x moins ct.
Donc, j'injecte cet ansatz dans mon équation. Donc, ça me donne moins CP' moins P seconde égale à F de P. Cette équation-là que j'ai, je la multiplie par P' et j'intègre. Et je vais juste changer le signe, le moins je passe de l'autre côté. Donc, c'est P' au carré. J'intègre, ça fait intégrale, C fois l'intégrale de P' au carré. Okay. Ensuite, j'ai moins P' P seconde. Donc, ça, c'est une dérivée exacte. C'est la dérivée de 1,5 de P' au carré. Donc, quand j'intègre, ça me donne juste les valeurs au bord. Les valeurs au bord de la dérivée sont nulles, donc ça disparaît. Donc, là, j'ai plus de terme, ça disparaît. Et à droite, donc j'ai le fameux signe moins que j'ai quitté à gauche que j'ai mis à droite. Et donc, j'ai l'intégrale de F de P fois P'. L'intégrale de F de P fois P', donc si je fais un changement de variable, c'est l'intégrale de 0 à 1 de F. Puisque P prend ses valeurs entre 0 et 1. Voilà, donc vous avez bien que C fois quelque chose de positif est égal à l'intégrale de F. Donc C, ça a le même signe que l'intégrale de F. Donc, voilà. Donc c'est quelque chose tout simple qui vous explique que la vitesse ne va dépendre que de la fonction de réaction. Alors, donc ça c'est bien, ça nous dit qu'en fait on a invasion. Enfin, on peut avoir invasion, mais la question c'est comment on fait pour l'avoir invasion. Parce que vous dites bien que vous prenez un moustique qui vous porte Wolbachia, vous le relâchez et vous dites bonne chance, à mon avis il ne va pas s'en sortir. Donc il faut quand même qu'on essaie d'optimiser un peu ces relâchés, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour garantir que l'invasion puisse avoir lieu. Donc comment est-ce qu'on peut initier une onde. Alors, donc ça fait suite à une série de travaux de pas mal de personnes que je vais citer juste après, mais je vais juste donner, avant ça, je vais juste donner le résultat. Donc le résultat, c'est qu'en fait, il existe une famille de fonctions à support compact, telles que si je suis au-dessus de ces fonctions, alors je vais tendre vers 1. Voilà, ma solution va tendre vers 1. Donc vous avez une famille de fonctions. Donc ces fonctions, en fait, c'est ce qu'on appelle des bubbles, parce que ça ressemble à des bubbles, à des bulles. Donc ça ressemble à des trucs qui sont comme ça. Et donc on a cette famille de fonctions. Et donc si on est au-dessus d'une de ces familles-là, donc on va tendre vers 1. La solution va tendre vers 1. Donc, on garantit l'invasion. Alors donc, comment est-ce qu'on construit ce genre de fonctions? En fait, on les construit en disant qu'on cherche une solution de l'équation stationnaire, moins V seconde égale F de V, donc mais à support compact. On cherche des solutions qui sont paramétrisées. Donc vous avez un paramètre alpha ici. Et alpha, en fait, ça va être la valeur maximale. Vous avez votre bulle, comme ça. Donc, vous prenez la valeur maximale et puis en fait, vous tracez en cherchant des solutions de ceci. Et donc, comme ça, c'est une solution stationnaire. Donc, ça va être, si vous la prolongez par 0, les solutions stationnaires, vous coupez par 0 dès que ça touche 0. Donc, vous construisez d'une part des fonctions support compact et d'autre part des solutions qui sont ce qu'on appelle des sous-solutions pour mon équation parabolique. Donc, c'est des sous-solutions, c'est-à-dire que dès qu'on est au-dessus, on reste au-dessus. Et donc, après, on utilise des résultats qui sont les résultats dus. Alors, le premier travail, c'est dû à Andrés Zlatos, donc il date de 2006. Donc, il a montré en fait que pour ce genre de problème, il y avait une transition, enfin un effet de seuil sur les données initiales. C'est-à-dire, si on prenait des données initiales qui sont croissantes, alors lui, il avait pris des créneaux. Donc, on prend un créneau qui va augmenter. Donc, il existe un seuil tel que si je suis en dessous de ce seuil, enfin une largeur de créneau, tel que si je suis en dessous de ce créneau, je tends vers 0, je vais vers l'extinction, et si je suis au-dessus, je tends vers 1. Voilà, donc ça, c'est le premier résultat du Zlatos. Alors, ça a été étendu après dans des cas plus généraux par plusieurs personnes. Donc, ici, je suis Polatchik, Dou Matano et plus récemment Muratov et Zong. Donc, qui ont étendu ces travaux de Zlatos. Et donc là, je vais aussi vous parler un peu d'autres travaux qui s'intéressent aussi à effectivement essayer d'optimiser un peu cette donnée initiale, à comment est-ce que je peux essayer de trouver une bonne donnée initiale pour garantir l'invasion. Donc, il y a des travaux de Garnier-Roch et Hamel, et aussi un travail qui a été fait ici par une ancienne étudiante de Grégoire Natin, qui a soutenu l'année dernière. Étudiante chez... elle était à Sorbonne Paris-Nord, elle était 13 à l'époque. Et donc, maintenant, je crois qu'elle est à terre chez nous. Voilà, donc, ils sont intéressés effectivement à essayer de voir comment trouver une donnée initiale qui garantit l'invasion. Alors, juste pour illustrer un petit peu ce genre de choses qu'on peut regarder, donc là, 2 exemples. Donc ici, je me suis intéressé à dire, je vais prendre une donnée initiale. La donnée initiale est là en bleu. C'est juste des exemples numériques pour illustrer un petit peu. Donc, je prends la donnée initiale en bleu. Et ma donnée, elle est telle que je prends un nombre de moustiques qui m'est donné. Et je vais juste changer la répartition initialement. Donc, initialement, je mets tout sur un domaine assez étroit. Donc, la longueur ici, c'est 5. C'est entre moins 2,5 et 5. À gauche et à droite, c'est entre moins 5 et 5. Donc, c'est 2 fois plus large. Et donc, bien sûr, le maximum est plus petit. Là, on est en dessous de 0,7. Alors que là aussi, là, je suis au-dessus de 0,8. Donc, vous voyez que initialement, si je fais ce qui est à gauche, donc très rapidement, ma dynamique va tendre vers 0. Donc, je vais avoir extinction de ma population. Alors que ici à droite, vous avez une belle onde qui va se mettre en place et qui va se propager et qui va envahir tout le domaine. Voilà, donc la répartition spatiale est très importante.
Donc, même nombre de moustiques, mais une répartition spatiale différente fait qu'on peut aller soit vers l'extinction, soit vers l'invasion. Autre chose, donc toujours dans cette question, si vous prenez le cas de droite ici, donc vous avez un grand créneau, et que vous séparez le créneau en deux et que vous éloignez les deux créneaux, donc s'ils sont trop éloignés, ils ne se voient pas et donc on va aller vers l'extinction. Et si on les rapproche suffisamment, ils vont se voir et on va avoir un vacuum. Donc c'est ce genre de questions, pour essayer d'optimiser ça, c'est là-dessus qu'ont travaillé Grégoire et Anna il y a un an ou deux. Ensuite, toujours avec ce genre de résultat qui dit que dès qu'on est au-dessus d'une certaine fonction qu'on peut bien caractériser, on a invasion, mais il est très facile de montrer qu'on peut avoir un contrôle feedback pour garantir qu'on va avoir invasion. Donc, c'est-à-dire, il existe, et ça c'est vraiment à n'importe quelle dimension, donc, il existe un domaine oméga, il existe un certain temps, tel que si j'agis, et une fonction d'action qui va être feedback, qui est rétroactive, qui va être telle que si j'agis pendant un certain temps sur ce domaine, eh bien, je garantis que dès que j'arrête, je vais avoir invasion. Donc, la solution va tendre vers. Ça, c'est le résultat qu'on a montré avec Pierre-Alexandre il y a quelques années. Voilà, donc ça, c'est la première chose, donc l'invasion. Donc, mais vous vous doutez bien que donc, quand on est en milieu homogène, d'accord, si on arrive à lancer la machine, si on arrive à commencer à faire que le remplacement se met en place, ben, ça va envahir partout. Et vous doutez bien, quand on n'est pas dans des milieux homogènes, il peut y avoir des problèmes. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est le cas où on remplace une population, d'accord, on a une norme qui arrive, mais on arrive dans un endroit où la population de moustiques à remplacer est beaucoup plus grande, donc augmente énormément. Donc vous imaginez, vous remplacez un peu de moustiques, donc il y a un peu de moustiques qui va se remplacer, d'un seul coup, il faut en remplacer énormément. Donc ça va demander plus de travail. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la population que je remplace, le taux que je remplace, est suffisant pour garantir que je vais réussir à franchir cette augmentation importante du nombre de moustiques à remplacer. Donc vous avez une norme qui arrive ici. Est-ce que si j'arrive dans une zone où je dois remplacer non pas cette quantité ici qui est à gauche sur mon schéma, mais la quantité qui est beaucoup plus grande, est-ce que je peux garantir que je vais réussir à le faire? Voilà, donc ça, c'est le genre de questions qu'on va essayer de répondre. Et donc pour cela, donc, on va considérer un modèle qui est un modèle donc, avec ce qu'on appelle un flow génétique, GenFlow. Donc c'est juste le terme qui apparaît, le troisième terme ici dans le monde de gauche. Alors ça, c'est ça. Alors pourquoi on a fait le flow génétique? Parce que les premières personnes à avoir présenté ce genre de modèle, c'était Fischer. Et Fischer a beaucoup travaillé sur la propagation des allèles. Donc c'était un aspect, une application en génétique. Donc on a gardé pas mal de noms, mais là il n'y a rien de génétique. Mais voilà, donc on a ça. Alors pourquoi ce terme-là? Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Et donc je vais revenir notamment lorsque j'ai fait ma réduction. C'est ici, voilà. Lorsque j'ai fait ma réduction, si vous regardez bien ici, j'ai un terme gradient P, gradient N avec un epsilon devant que j'ai dit qui était négligeable. Mais lorsque vous imaginez que votre cas va changer, ben on ne va plus pouvoir négliger ce terme. Et donc vous avez un gradient N sur quelque chose en N, ben ça fait apparaître un gradient de log de N ici. Voilà grosso modo la raison pour laquelle on fait apparaître le gradient de log de N ici. Donc le voilà, je vais revenir sur l'équation. Ici, vous avez le gradient de log de N qui va apparaître. Alors nous, pour simplifier, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, on va dire, le gradient de log de N, on va prendre un truc très simple. C'est soit une constante, soit 0. Donc il y a une certaine région, donc ici, entre moins L et L, où gradient de log de N, c'est une constante. C'est-à-dire que N augmente de manière exponentielle. Donc là, j'aurais dû faire exponentielle plutôt qu'une droite, mais bon, dire qu'une droite, c'est une approximation de l'endroit exponentiel. Voilà, donc vous avez quelque chose qui augmente dans un domaine, puis partout ailleurs, ça reste constant. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de franchir la zone où ça va augmenter. Dans cette zone-là, où ça augmente, pardon. Cette zone ici, où ça augmente fortement, est-ce qu'on va être capable de la franchir? Et donc la réponse à cette question, essayer de savoir si on franchit quelque chose, ça revient à se poser la question de l'existence du node stationnaire, une solution stationnaire. Puisque si on a une solution qui est stationnaire, en fait, si on est en dessous de cette solution, on va rester en dessous, parce qu'on ne va pas pouvoir franchir la solution. La solution stationnaire, c'est une solution, et donc, comme les solutions sont ordonnées, on ne va pas pouvoir les franchir. C'est le principe du maximum qui va nous dire ça. Le principe du maximum nous dit que quand on a une solution, si on est en dessous, on reste en dessous. Donc, et c'est le résultat qui est marqué ici. Donc d'abord, voilà. Donc, montrer
qu'on va avoir un blocage, ça revient montrer l'existence d'une solution stationnaire pour mon problème. Donc, le problème, c'est le suivant. Donc, moins P seconde, moins CP' est égal à F2P sur moins LL, parce que je suppose ici que j'ai mon terme de gradient qui va, avoir une importance sur moins LL, et partout ailleurs, il est égal à 0, donc j'ai l'équation classique ici. Donc, bien évidemment, ce que je veux, c'est relier l'état 1, invasion, à l'état 0. Donc, c'est pour ça que j'impose les conditions à l'infini 1 et 0. Oui, bien sûr, il faut que P soit positif aussi. Voilà, donc si j'arrive à avoir une solution, j'appellerai ça une barrière. Alors, j'appellerai ça une CL barrière parce que c'est caractérisé par C et par L. Et donc, voilà. Donc, un premier résultat, qui est un résultat important, qui est ce que je vous ai dit, c'est que s'il existe une barrière, à ce moment-là, n'importe quelle solution qui est telle qu'initialement elle est en dessous de la barrière, elle va rester toujours en dessous de la barrière. C'est vraiment le principe du maximum. Lorsque je suis en dessous d'une solution, je reste en dessous. Voilà. Donc, la question de franchir ou pas la zone, ça revient à se poser la question de l'existence ou pas d'une barrière. Alors, petite remarque d'abord. Donc, il y a une chose qu'on connaît très bien, donc c'est l'existence d'ondes. L'existence d'ondes, de travelling wave. Et chercher une onde, quand je vous ai dit tout à l'heure, donc une onde pour l'équation, si vous oubliez le terme avec le log ici, donc dTP moins dxxp est égal à f2p. Donc, c'est quelque chose qui se translate à vitesse c, donc c'est-à-dire une fonction de x moins ct. Donc, si je remplace dTP par x moins ct, ça fait du moins cp' moins p seconde, donc ce terme-là on oublie, est égal à f2p. Donc, ce genre d'équation, moins cp' moins p seconde est égal à f2p. On sait qu'il existe des ondes, ça je vous l'ai déjà dit, et il y a une vitesse c étoile qui est positive ici, parce qu'on a l'intégrale de f qui est positive. Donc, on sait qu'il existe une solution comme ça qui vérifie ce genre d'équation, et pour une certaine vitesse c étoile. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la même chose. Vous voyez ça, ici, c'est le même problème. Si je prends L égale à plus infini, si je prends L égale à plus infini, la deuxième équation, il n'y en a plus. Donc, la première équation, c'est exactement la même que celle-là. Donc, en fait, notre problème, c'est juste essayer de voir ce qui se passe quand on prend L qui est fini. Et donc, naturellement, ce qui va être une condition nécessaire, c'est que C doit être plus grand que C étoile. Puisqu'on va sur un domaine plus petit. Donc, c'est qu'il existe une solution pour ce machin-là. Et donc, forcément, il va falloir que C soit plus grand que C étoile pour garantir que ça puisse marcher. Et ce qu'on a montré, donc c'est quelque chose d'un peu plus précis que ça, c'est tout d'abord, donc c'est que pour tout C plus grand que C étoile, il existe une certaine taille critique, L étoile, qui va dépendre de C, telle que si L est plus grand que cette taille critique, on a une barrière. Et c'est même un si et seulement si. Donc, si L est plus grand que la taille critique, on a une barrière. Et en plus, la taille critique, on peut la caractériser. On sait 2-3 choses dessus. On sait que quand C tend vers C étoile, la taille critique tend vers plus infini. Donc, encore une fois, c'est classique. C'est parce qu'on s'attend à... c'est quelque chose qui est intuitif, plutôt classique. C'est intuitif parce qu'on sait que C doit être plus grand que C étoile. Et donc, forcément, et C étoile, c'est le cas où quand on a grand L égale plus infini. Donc, on s'attend à ce que quand C tend vers C étoile, L tend vers plus infini. Donc, ça, c'est ce qui est ici. Et par contre, donc quand C tend vers plus infini, donc là, on s'attend à ce que L tende vers 0, et on a quelque chose d'un peu plus précis. Donc, on a que la façon dont ça tend vers 0, c'est en constante sur C. La constante, on peut la calculer exactement. Bon, donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Grégoire et Martin Sugarek, toujours, qui date de 3 ans maintenant. Et en fait, on a quelque chose d'un peu plus précis que ce que je vous ai annoncé. On a effectivement ce résultat-là, mais on a quelque chose de plus précis. Donc, tout d'abord, on a que les barrières sont décroissantes. Donc, ce sont des fonctions qui décroissent. Pas parce qu'on part de 1 vers 0, ce sont des choses qui décroissent. En plus, elles sont ordonnées. Et donc, on va avoir une minimale, une plus petite et une plus grande. Donc, on peut définir une minimale, une maximale. Donc, il y a plusieurs barrières, une minimale et une maximale. Et ce qui est intéressant, c'est que la maximale, elle va être instable au-dessus, et la minimale va être stable par valeur inférieure. Donc, si je vous fais un petit schéma, comme je vous ai montré ici, donc vous avez les deux ondes que j'ai dessinées en noir, donc qui est minimale, celle qui est à gauche c'est minimale, et celle qui est à droite c'est la maximale. Donc, celle qui est minimale, elle est stable inférieurement. C'est-à-dire que quand je suis en dessous, je vais tendance à me rapprocher, à me coller à cette onde. Voilà. Donc, quand je suis en dessous, je vais aller vers cette minimale. Et celle qui est maximale, elle est instable supérieurement. C'est-à-dire que dès que j'ai réussi à passer cette valeur-là, cette fonction, dès que j'ai réussi à aller un petit peu au-dessus, je vais m'en éloigner.
Donc, je vais avoir mon onde qui va continuer, qui va poursuivre son chemin à partir du moment où j'arrive à la franchir. Ce qui veut dire que si, vous voyez, donc, si on a dans une situation, dans une physionomie où on a effectivement ces barrières qui existent, donc si on arrive en dessous, on est bloqué. Mais si on arrive à payer, à refaire ce qu'il faut, faire des relâchés supplémentaires, tout ça, pour réussir à être en sorte qu'on arrive à franchir à créer une solution qui est supérieure à cette donnée-là, on a gagné, on franchit. Donc, ça demande un travail supplémentaire, donc on a un coût à payer supplémentaire pour réussir à franchir ces barrières. Mais voilà, comme on est instable supérieurement, ça fait que dès qu'on franchit, hop, on va s'éloigner. On va voir l'invasion qui va reprendre. Alors, pour ce genre d'existence d'ondes stationnaires, donc il y a plusieurs travaux qui existent, sur lesquels on s'est basé. Donc, il y a en premier, je crois qu'un des plus anciens travaux, c'est alors je ne sais pas trop comment on dit, mais Blussen, date de 82. Donc, on s'est pas mal inspiré d'un travail de Lewis et Kinner. Donc, l'idée, c'est de se ramener à un travail sur un portrait de phase. Il y a les années 2000, donc après, il y a des travaux plus récents. Donc, en 2011, par Chapuzat et Joly, donc, qui ont s'intéressé à la propagation, au phénomène de blocage, mais cette fois-ci dans des propagations dans le cerveau. Et une autre application en criminalité par Berestecki, Rodriguez et Lenya Rizik. Alors là, pour illustrer un petit peu ce résultat, donc voici ce que ça donne point de vue numérique. Donc là, vous avez deux cas considérés. Vous voyez l'invasion, donc vous avez le temps en ordonnée et en abscisse, vous avez la variable spatiale. Donc, le petit pointillé rouge correspond à l'endroit où on agit, enfin l'endroit où aide augmente. Par ailleurs, on a C égale 0, puis là, on a C égale une constante. Et la constante C est donnée, donc ici à gauche, c'est 0,5 et à droite, c'est 0,2. Donc, vous voyez que pour C 0,5 assez grand, ça stop. L'onde, elle arrive ici, pouf, et après, elle s'arrête. Elle ne franchit pas. Et donc là, pouf, elle va franchir. Donc, bien sûr, elle est un peu retardée. Alors, l'estimation du retard, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire. Mais elle est un peu retardée, mais elle va franchir. Même chose ici avec un domaine plus petit. Donc, on prend L plus petit, on arrive quand même à bloquer si on prend C suffisamment grand. Donc, c'est pour illustrer un peu ce fait qu'on a des asymptotiques quand L est petit et quand C est grand. Donc voilà un peu. Et donc, pour conclure mon exposé, je vais juste vous parler d'un dernier résultat qui est un résultat d'optimisation. Donc là, je vous ai parlé de l'aspect spatial, de comment initier une onde et savoir comment initier le remplacement des moustiques par Wolbachia. Et donc, dire simplement, on peut faire en sorte que ça se remplace. Et si jamais il y a des hétérogénéités qui sont suffisamment grandes, mon onde de propagation va s'arrêter. Et donc là, je vais rentrer sur une autre thématique qui est plutôt essayer de dire, je vais essayer d'optimiser, de trouver comment bien choisir mes relâchés pour être optimal. C'est-à-dire, initialement, je suis dans le cas, vous avez les 4 gros points noirs qui correspondent aux équilibres. Alors, les deux du milieu, c'est les équilibres qui ne sont pas stables. Donc, l'équilibre stable naturel, c'est celui qui est en bas à droite, dans lequel on a tous les individus qui ne portent pas Wolbachia. On n'a pas du tout Wolbachia. Tous les individus sont ici. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire des relâchés, de relâcher pour un certain temps. Mais comment? Pour réussir à arriver le plus près possible de l'état d'équilibre qui est là-haut, qui est donc le remplacement par Wolbachia. Alors, donc là, dans un premier temps, on a négligé l'aspect spatial. Donc, on a des résultats un peu plus récents sur l'aspect spatial, mais qui sont un peu plus, pas encore complètement complets. Mais voilà, donc, pour l'instant, je vais vous présenter que les résultats pour l'aspect sans dynamique spatiale. Donc, on reprend l'équation, exactement le même système, sans le Laplacien, et on va juste rajouter la fonction de relâcher qui est ici. Donc, comme on relâche des moustiques infectés, on la met sur la dynamique des individus affectés. Voilà, donc initialement, on est à l'équilibre sans moustiques infectés. Donc ça, c'est l'équilibre dans lequel on a, disons que si U égale à 0, là, il ne se passe rien. On reste ici dans le point, on reste ici, il ne se passe absolument rien. Et si U, si on fait un U, normalement, il devrait se passer quelque chose. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe dans le sens qui nous intéresse. Alors, bien sûr, si on veut optimiser les choses, donc il faut définir une fonctionnelle de coût. Comme d'habitude, en contrôle optimal, donc on doit définir un coût et on va essayer de minimiser ce coût. Donc, il y a des contraintes. Alors, le coût qu'on a choisi ici, c'est un coût quadratique. On aime bien, en général, prendre des coûts quadratiques. Et on s'est dit, ce qu'on veut, c'est qu'au temps final, lorsqu'on arrête, on soit le plus près possible, au sens quadratique, de mon équilibre infecté.
C'est-à-dire qu'au temps final, je sois le plus près possible du point qui est ici en haut à gauche, du point de barre en haut à gauche. Donc ici, donc, une manière de mesurer ça, c'est de dire, ben voilà, je prends la distance en normalité entre la valeur finale et la valeur de mon équilibre, ce qui est marqué ici. Donc on met un demi devant juste pour faire joli. L'idée, c'est ça. Donc on a des contraintes. Première contrainte, c'est que bien sûr, le nombre de moustiques que relâche va être borné dans norme et l'infini, et aussi en norme et là, puisqu'on se dit qu'on n'est pas capable de produire autant de moustiques que l'on veut. Et donc, si on se dit donne une plage de temps, on va être capable de produire un certain nombre de moustiques, on va être limité par ce nombre de moustiques qu'on va être capable de produire. Donc, toute la question qu'on se pose, c'est d'essayer de minimiser la fonctionnelle de coût J, ici, c'est-à-dire la distance entre ma valeur finale et la valeur que je vise, en norme L2, sous les contraintes que U est dans L infini et aussi borné dans L1. Ouais. Alors, juste vous présenter les résultats. Donc, à droite, vous avez ici les figures. Donc, en rouge, c'est ENI, donc c'est les infectés, et en bleu, c'est les non infectés. Et donc, là, on présente juste des simulations qui ont été obtenues avec IPOpt. Donc, et là, la figure de droite correspond à la valeur de U qui a été trouvée par IPOpt. Donc, vous voyez ici qu'en fait, la valeur de U, c'est on met tout le paquet au début et quasiment rien ensuite. Il y a un tout petit peu ici. Vous voyez qu'ici, c'est très faible, c'est de l'ordre de 0,1, alors que le D initial est de 10. Donc, on met un gros paquet au début et après, on met quasiment rien. Donc, vous voyez qu'initialement, pouf, on va augmenter drastiquement ENI. Et comme ça va rester un petit peu, ça va continuer à augmenter. Et puis, au bout d'un certain temps, ça va finir par replacer, par prendre le dessus par rapport à les individus non infectés. Voilà. Alors ici, c'est un autre cas où on a changé la valeur de grand C. On a pris un C qui est plus grand. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre le paquet au début, puis un petit paquet aussi à la fin. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on voit, comme ça, à chaque fois, on a l'impression qu'on a un gros paquet, puis après, quasiment rien. Vous voyez qu'ici, c'est quasiment négligeable. Donc, ça fait penser à un truc qui est quasiment bang-bang. Là, on met tout, rien. Donc là, il y a pas vraiment rien, mais c'est pas loin d'être rien. Donc, on peut essayer de voir si on peut réussir à montrer quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc pour cela, encore une fois de plus, on se rappelle qu'initialement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris le système à deux équations, deux inconnues. Et comme deux équations, deux inconnues, c'est compliqué pour nous. On est passé à une équation, une inconnue, en faisant un modèle de réduction et en disant que on fait une analyse symptotique avec un epsilon qui est petit, en supposant la fécondité très grande. Donc, quand on avait fait ça, on avait réduit le système. Donc là, on peut faire la même chose. C'est même plus simple puisqu'on n'a pas de terme de Laplacien, donc on n'a pas de termes spatiaux. Donc c'est un peu plus simple. Mais on fait exactement la même chose que tout à l'heure. On a les mêmes équations. C'est-à-dire qu'on a ici encore une fois, donc avec le 1 sur epsilon, on s'attend à ce que ce terme-là tende vers 0. Donc c'est-à-dire que ni plus nu est égal à quelque chose, k plus quelque chose de l'ordre de epsilon. Quelque chose de l'ordre de l'epsilon, je l'appelle n, enfin epsilon n. Et voilà, donc j'introduis une nouvelle variable n, j'introduis la nouvelle variable p qui est ni sur ni plus nu. Je fais tous les calculs qu'il faut et j'obtiens que, à la limite, j'obtiens une équation uniquement sur la proportion de p. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, je vous ai parlé des calculs, c'est exactement les mêmes que je vous ai montré en début d'exposé. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. dtp est égal à f de p. La seule différence, c'est que j'ai un terme en plus ici parce que j'ai cette fonction-là que je n'avais pas avant. Donc ça rajoute quelque chose. Ça rajoute un terme ici. Voilà. Donc c'est la seule différence. Et maintenant, donc bien sûr, j'ai ce problème-là. Donc j'ai aussi à réduire mes équations. Mais comme je m'intéresse à un problème de contrôle optimal, j'ai aussi une fonctionnelle de coût. Et donc il faut aussi que je regarde ce qui se passe dans la fonctionnelle de coût. Donc, la fonctionnelle de coût, c'était, je reviens un petit peu en arrière, c'était NU ici. Donc NU c'est le nombre d'infectés. Je connais P, la proportion des infectés. NU, c'est le nombre de non-infectés. Je connais P, la proportion des infectés. Donc, 1 moins P, c'est la proportion des non-infectés. Donc, ce truc-là, il va tendre vers, quand U est vers plus infini, ça tend vers 1 moins P. Vous avez 1 moins P qui est ici. Enfin, constante fois 1 moins P. Et pour le terme, c'est pareil. Vous avez constante fois 1 moins P. Donc, voilà. Donc, vous obtenez J qui va tendre vers constante fois 1 moins P au carré. Voilà. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on avait un problème donc avec deux équations, deux inconnues, une fonctionnelle de coût avec des contraintes, et on a réduit en un problème sur une seule équation scalaire, complètement scalaire. Et le problème, c'est juste minimiser A moins P avec P qui satisfait cette équation.
et on a toujours des contraintes L1 et L'. Pardon, l'équation, elle est peut-être en fait. Ouais. Et ce genre de problème, en fait, c'est assez facile à résoudre, ce genre de problème. Donc, avec les mains, je vais vous expliquer rapidement. Hein. Donc, si U est bang-bang, vous voyez que quand je mets U égale à 0, j'ai la dynamique dTp est égal à F de P. F, si vous vous souvenez, c'est négatif, puis après, c'est positif. Donc, quand j'ai P' est égal à F de P, donc si je suis P est plus petit que θ, F est négatif. Donc, P', pour P plus petit que θ, il va décroître, puisque F va être négatif. Donc, P' est égal à quelque chose qui est négatif. Hein, si U égale à 0. Hein. Si U égale à 0. Donc, P' est égal à F de P. Quand P est plus petit que θ, P' va décroître. Si P est plus grand que θ, P', cette fois-ci, F va être positif, donc P' va croître. Donc, vous voyez qu'on a une sorte de dichotomie. Soit j'arrive à franchir, hein, initialement, j'ai 0, P égale à 0. Je commence à 0 puisque je n'ai pas fait de relâcher initialement, donc j'ai aucun individu affecté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher, et soit j'arrive à franchir θ. Donc, si j'arrive à franchir θ, ben, c'est intéressant pour moi d'y aller le plus vite possible, parce que dès que je franchis θ, après, P' va être égal à F de P, même si je mets U égale à 0, hein, même si je mets U égale à 0, dès que je franchis θ, je vais avoir P' égale à F de P, et F de P va être positif, donc ça va croître. Donc, j'ai intérêt à franchir θ le plus vite possible. Si par contre, j'arrive pas à franchir θ, hein, si je n'ai pas assez de relâché, que j'arrive pas à franchir θ, ben, dès que je vais faire mes relâchés, ben, ça va décroître, je vais revenir à 0. Ben, c'est le fameux effet Ali, on est obligé de franchir un certain seuil pour réussir à que la population s'établisse. Donc, vous voyez le résultat, en fait, ce qui est marqué ici, hein, si P est plus grand que θ, ben, si P est plus petit que θ, je décroît, si P est plus grand que θ, je crois. Donc l'idée, ça va être d'essayer de franchir θ le plus rapidement possible. Donc on met tout le paquet au début, c'est bang-bang, on va mettre tout le paquet au début. Donc après, il faut, pour montrer que c'est bang-bang et que c'est pas autre chose, hein, parce qu'effectivement, on peut se dire, voilà, mais c'est peut-être que vous êtes un peu, puis après moins. Mais là, donc il faut utiliser le principe de Post-Clagging pour montrer que c'est vraiment bang-bang. Mais on peut le montrer, hein, donc ce qu'on a montré, c'est que c'est bang-bang. Donc soit on met tout au début, soit on met tout à la fin. Ouais, et ça, la question, est-ce qu'on met tout au début ou est-ce qu'on met tout à la fin? Ça dépend si j'ai une quantité suffisamment importante de moustiques pour garantir que je vais réussir à franchir le seuil θ ou pas. Voilà, donc c'est le résultat qu'on a montré, et on a même montré un peu plus, hein, parce que là, donc ça c'est juste pour l'équation sur P, et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on a un problème de gamma convergence, hein, donc la solution pour le problème initial NI et NU, en fait, converge vers la solution pour le problème uniquement en P. Voilà, alors donc je vais juste terminer dans la minute qui me reste par ma conclusion. Hein, donc voilà, on s'est intéressé à essayer de garantir la propagation spatiale de Wolbachia et essayer d'optimiser un peu cette propagation. Donc il y a pas mal de travaux qui sont en cours, de perspectives, hein, des travaux qui ne sont pas en cours mais qu'on aimerait bien faire, donc, notamment toute la technique de l'insecte stérile. Donc là, on travaille pas mal dessus en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer des résultats à peu près similaires sur la technique de l'insecte stérile, mais c'est un cas un peu différent quand même, et les modèles sont différents. Ensuite, donc vous avez vu qu'à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un système et j'essaie de réduire mon système à une équation scalaire pour montrer des choses. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est réussir quand même, hein, c'est une question qui n'est pas très simple, c'est essayer de montrer les choses sur le système à deux populations, sans être obligé de réduire. Même si l'asymptotique de large fécondité est quand même assez raisonnable, mais plutôt très raisonnable. Ensuite, il y a bien sûr toutes les hétérogénéités. Donc, je vais montrer une petite hétérogénéité spatiale, mais en fait, il y a aussi une hétérogénéité qui est très importante, qui est la saisonnalité, avec un gamma. Donc, cette saisonnalité, effectivement, fait que, notamment dans les pays qui nous intéressent, il y a deux saisons, hein, la saison des pluies et la saison sèche et la saison humide. Et ça a quand même une influence sur la dynamique des moustiques. Donc, voilà, essayer de voir un peu, quantifier un peu cette influence sur tout ce qu'on a montré. Et donc, bien sûr, pour le point d'optimisation que je vais montrer, j'ai simplement fait pour l'instant l'optimisation en temps. Et donc, il y a l'optimisation spatiale, savoir comment on peut choisir les endroits où faire les relâchés, choisir les meilleurs endroits en fonction des caractéristiques véhiculées. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Nicolas, merci beaucoup pour cet exposé qui nous tient prêts pour la prochaine crise qui va nous tomber dessus. Espérons que non quand même. Et donc c'est le moment des questions. Vous levez la main s'il vous plaît pour poser des questions. Moi j'ai une question en fait, Jean-Michel. Nicolas, d'abord bravo pour cet exposé très intéressant. Je voulais savoir, donc tu as pris un critère quadratique, mais j'imagine que c'est
Si je prends d'autres critères, genre règle infinie, si tu obtiens à peu près les mêmes comportements, c'est ça en fait? Oui, alors, critère quadratique, c'est vraiment un choix parce que on aime bien un critère quadratique, hein, mais bien évidemment, on peut faire autre chose. Alors L infini, je suis pas sûr que ce soit exactement bang. Par contre, L1, je crois que c'est peut-être un peu. L infini, je suis pas complètement sûr, hein, il faudrait qu'on regarde, mais c'est peut-être un peu compliqué avec le critère L infini. Sinon, en fait, ce que tu fais, ça ressemble aussi au Turnpike. Est-ce qu'il y a des liens ou je ne parle pas? C'est possible, hein, c'est possible. J'ai pas regardé. Donc, Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ton contrôle, il dépend de la condition initiale, mais si la condition initiale, il y a des erreurs. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que la condition initiale, effectivement, on met 0. Donc là, la condition initiale, on suppose qu'on est vraiment. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'initialement, on n'a pas rollback là qui est présent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'introduire. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis 0 comme condition initiale. La condition initiale, on n'a pas du tout considéré, en fait. D'autres conditions initiales sont intéressantes ou... Effectivement, oui, parce que donc on peut imaginer, donc d'un point de vue applicatif, hein, on peut imaginer que, d'ailleurs, c'est ce qui va forcément se passer, c'est qu'on fait des relâchés pendant un certain temps, après on regarde ce qui se passe, puis à un moment, plusieurs bouts de quelques temps, on s'aperçoit qu'il faut peut-être refaire quelque chose parce qu'il y a eu des choses qui sont passées, il y a eu de l'invasion qui vient, la migration qui vient d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des phénomènes climatiques ou autres qui font qu'il faut recommencer. Et donc là, cette fois-ci, la condition initiale 0, c'est pas la bonne. Mais donc, il y a beaucoup de phénomènes, effectivement. C'est aussi un truc qu'on a mis dans les perspectives, que j'ai oublié de mettre dans les perspectives, c'est qu'en fait, les phénomènes de migration sont très importants. Hein. Ça peut faire en sorte qu'une technique qui marche très bien, pour certaines raisons, se plutôt coincer parce que... Et est-ce qu'on peut penser à des choses sous forme feedback en faisant des mesures à certains endroits? Oui, alors le feedback, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas s'il est là, mais Pierre-Alexandre a regardé des problèmes de feedback. Pierre-Alexandre a fait des choses avec des problèmes de feedback. Pierre-Alexandre Vimant, pardon. Lui, il est là. Il est là. Donc, lui, donc effectivement, on peut faire des choses comme ça, ce feedback, et ça a été fait notamment par Pierre-Alexandre Vimant. D'accord. Ouais, si je peux juste répondre un tout petit peu. Qui est là. Si je peux répondre juste une toute petite réponse à cette question. J'ai rien fait, moi, en ce qui concerne des problèmes avec dimension spatiale. Oui, mais en temporel. Des ODE. Effectivement, en ce qui concerne la spatialisation de ces feedbacks, il y a des choses très intéressantes à faire par moi complètement inexplorées. D'accord. Merci bien. Merci Jean-Michel. D'autres questions? Oui, moi je me demandais sur la modélisation même du cycle du moustique. Est-ce qu'on pense que ça joue un rôle dans ces conclusions? Est-ce qu'elles sont robustes vis-à-vis de toute la complexité de ce qu'est la vie d'un moustique? Alors, ce qui est complexe dans la vie d'un moustique, c'est le stock d'œufs. Ça, c'est une grande question. C'est quoi? Le stock d'œufs. Ah. Les deux, parce qu'effectivement, le stock d'œufs, oui. Très très long, très court. Là, ce qu'on fait, typiquement, ce qu'on utilise vraiment, l'hypothèse derrière qui est cachée, que je ne dis pas, hein, c'est qu'en fait, on suppose que la dynamique des œufs est assez rapide. Mais dans les faits, en fait, c'est l'effet de saisonnalité qui est derrière. Parce que l'effet de saisonnalité va avoir un effet très important sur la dynamique des œufs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les œufs, ça peut durer, l'état œuf peut durer quelques jours jusqu'à quelques mois. Donc ça va changer énormément la dynamique. Donc ça, effectivement, oui. Là, la réponse à la question, c'est oui, ça change énormément à cause de cet effet de saisonnalité et donc cet effet des œufs qui peuvent avoir une dynamique qui varie énormément en fonction de la saison. Mais je dirais que je dirais plus l'effet de saisonnalité qui va avoir un effet important sur les différents stages d'évolution du moustique. Mais effectivement, le stock d'œufs, c'est une vraie question qui intéresse. Je sais que Hervé Bossin, qui est un entomologiste qui travaille à l'Institut Louis Malardé, c'est une question qui l'intéresse énormément. Le stock d'œufs. Bon, d'accord, merci. Bien, Yves pose la question, comment la distinction comportement mâle-femelle est-il pris en compte? Alors, dans le modèle que je vais présenter, ça ne l'est pas. Donc, c'est une très bonne question. Et donc, c'est pour ça que ce modèle Wolbachia est un peu plus sympa que... Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est quelque chose que je prends souvent des mathématiciens, c'est de dire que, bon, grosso modo, il n'y a pas de distinction entre mâle et femelle dans ce problème. Donc, pour Wolbachia, ce n'est pas trop important. Par contre, quand on fait la technique de la sectéride, là, c'est un peu plus gênant. Parce que la technique des sectérides, c'est mâle qu'on relâche pour stériliser. Donc là, vraiment, entre mâle et femelle, c'est pas tout à fait la même chose.
Donc là, effectivement, quand on regarde les premières perspectives techniques d'insectes stériles, on peut faire des approximations en disant qu'on ne considère qu'une seule population, puis on regarde ce qui se passe. Donc, il y a des très beaux papiers, notamment par Mark Lewis, il y a fait très beau chose là-dessus. Mais ça reste des papiers mathématiques. Voilà, si on veut vraiment, qui sont des simplifications pour voir un peu ce qui se passe, mais si on veut vraiment être proche de la biologie, il faut faire un peu attention quand on simplifie trop. Pour Wolbachia, pour ce que je vous ai présenté, on n'est pas les premiers à faire ça. Hein. Je vous ai dit le papier, le vrai papier qui est vraiment à l'origine de ces phénomènes de propagation spatiale, c'est Barton et Turelli qui l'ont fait. Hein, et Turelli, c'est vraiment l'équipe de Turelli qui était à l'origine de la technique Wolbachia. C'est un des grands corps de cette technique. Donc, c'est eux qui ont touché plusieurs millions d'euros de Bill Gates pour faire leur truc. D'accord. D'autres questions? Tu nous as dit au début qu'il n'y avait pas beaucoup de mobilité, c'est-à-dire que les moustiques se propageaient dans un rayon de kilomètres, simplement pendant leur vie, et qu'un des facteurs de propagation, c'était plutôt le transport par transport ou voilà. Tu ne prends pas du tout ça en compte. Ah non, ici en fait on s'est vraiment intéressé à la diffusion, on fait des relâchés. Voilà. Effectivement, donc là il y a d'autres modèles qui ont été faits, donc ça c'est pas nous qui avons regardé ça, je pense qu'il y a plus des équipes brésiliennes, je crois que Stéphane Laborato a fait des choses, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a des choses qui sont faites avec des réseaux. Effectivement, des réseaux d'échange. Et il y a aussi bien sûr Lionel Roth qui a regardé un peu la propagation du moustique en France comme ceci. Donc ça dépend vraiment de l'échelle à laquelle on regarde, ça dépend des phénomènes qui nous intéressent, mais effectivement, on peut. Il y a plein de perspectives qui sont possibles. Effectivement, on peut rajouter des réseaux pour dire qu'il y a des nœuds, des endroits où la propagation se place à tel endroit ou tel autre. Mais sur l'échelle d'un quartier, d'une ville, je ne suis pas sûr que ça soit. Enfin, ça dépend de l'échelle de la ville, mais si vous prenez un grand quartier, effectivement, je ne suis pas sûr que les déplacements de population soient hyper importants. Et alors, autre question, donc il y a deux méthodes, celle de la stérilisation, celle-là. Si dans des régions, on applique les deux méthodes dans une région, une méthode et l'autre, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se collapse et que plutôt que les effets s'additionnent, ça tombe à zéro, ça s'annihile? Il y a eu des études là-dessus? Alors, en fait, c'est une question intéressante parce qu'il y a pas mal de. Donc, effectivement, il y a. Wolbachia et aussi la technique Wolbachia est aussi utilisée comme technique de l'insecte stérile. C'est une chose assez intéressante à voir, à comprendre. Donc, la raison pour cela, c'est qu'il y a une incompatibilité cytoplasmique. Hein, le petit chose que je vous ai montré tout à l'heure. Si je reviens dessus. Il y a longtemps, voilà, c'est là. Donc, la petite croix ici en haut à droite, qui fait que lorsqu'on rejette uniquement des mâles qui sont infectés par Wolbachia, ils ne vont pas pouvoir donner naissance avec des femelles. Ils ne vont pas pouvoir se croiser avec des femelles. Ouais. Donc, vous imaginez, vous avez une population que des individus qui sont sains, qui ne portent pas Wolbachia. Vous relâchez, vous avez infecté vos moustiques par Wolbachia, vous les relâchez. En fait, ils vont être incompatibles et donc ils ne vont pas pouvoir s'accoupler. Et donc, c'est comme ça qu'on fait aussi une technique. On peut appliquer technique de l'insecte stérile, même si on ne stérilise pas vraiment. Enfin, c'est juste plutôt, on les rend incompatibles. Donc, on appelle ça une technique de l'insecte incompatible. Et donc, pour la question qui est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Le problème, en fait, pour les gens qui font ça, alors pourquoi parfois des gens font ça qu'autre chose? C'est juste la question du coût de créer, de stériliser ou de relâcher des moustiques Wolbachia. Parce que Wolbachia, c'est un peu compliqué au départ, mais une fois qu'on a des moustiques Wolbachia, il suffit de les faire se reproduire pour en avoir plein. Puisque de toute façon, ça se transmet. Alors que pour stériliser, il faut des outils pour ça. Une fois qu'on a stérilisé, il ne va pas se reproduire, donc on ne peut pas avoir. Si on en veut d'autres, il faut l'extraire. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc, voilà. Donc il y a une question de coût. Donc parfois, les gens, et donc notamment, tout à l'heure, j'ai cité Hervé Bossin. Donc Hervé Bossin, c'est ce qu'il fait. Et il y a aussi une grande équipe, un papier qui était paru en 2020, juste avant le Covid, qui a fait pas mal de bruit, d'une équipe de Chinois, où ils ont montré que vraiment ça avait complètement marché d'utiliser ces techniques Wolbachia pour supprimer la population. La seule question qui se pose là, c'est que si jamais je supprimais la population, mais que par erreur, au lieu de relâcher que des mâles qui sont infectés, je relâche aussi des femelles qui sont infectées,
ils vont se reproduire les mâles et les femelles, et du coup, je ne vais pas supprimer la population. Voilà, donc je vais établir une autre population, hein, donc c'est pas très grave, puisque c'est une population qui ne reproduit pas le moustique, mais si l'objectif c'était quelque chose, et puis qu'on arrive sur un autre objectif, parfois, si on a signé un gros contrat pour quelque chose, et puis voilà, parfois le contrat il n'est pas respecté, et puis les gens ne sont pas contents. Voilà, donc effectivement, les deux techniques... voilà, on peut jongler entre les deux techniques. Voilà. Puis il y a plein d'autres techniques. Hein. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais en fait, il y a plein de ce qu'ils appellent le forçage génétique aussi. Il y a tous les moustiques cristallisés. Il y a pas mal de choses qui se font aussi derrière. D'autres choses. Très bien, merci. Pas d'autres questions? Eh bien, je pense qu'on va arrêter. Merci. Merci beaucoup.